Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale démographie africaine, notre dossier du jour sera consacré aux défis de cette croissance démographique. Au sommaire également, au Congo-Brazzaville, lancement du chantier du nouveau Parlement. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a lancé lundi à Brazzaville les travaux de construction de l'infrastructure. Coût de la facture, plus de 50 millions d'euros, en partie payé grâce à l'aide chinoise. En Afrique du Sud, le déficit de logement est un problème récurrent. Dans la ville de Tchouane, des groupes de personnes ont décidé de protester contre les mauvaises conditions de vie. Elles réclament leur réinstallation au niveau de zones considérées comme des espaces libres. Et ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue donc à Tchambel, qui est consultant en finance et également auteur de l'ouvrage Maîtriser les produits dérivés en partant de zéro pour enfin comprendre le monde de la finance. Bienvenue. Merci. Bienvenue également à nos éditorialistes. D'abord à Daoud Attal, bienvenue. Merci Yara et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue également à notre autre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Diarra, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, l'info du jour. Dans 3 ans, le Parlement congolais aura son siège à Brazzaville. Le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a lancé les travaux de construction ce 22 mai 2017. L'Assemblée nationale et le Sénat auront bientôt leur propre siège grâce à ce projet financé par un don de la République populaire de Chine. Reportage de Deva Panzou, correspondant au Congo-Brazzaville. C'est dans cet espace d'une superficie de 4 hectares et demi que sera construit pendant 3 ans et 4 mois le nouveau siège du Parlement congolais. Délimité par le boulevard Denis Sassou Nguesso, le laboratoire national et l'avenue Charles de Gaulle dans le 2e arrondissement de Brazzaville à Bas-Congo, cette infrastructure sera composée de 2 hémicycles de 500 places pour l'Assemblée nationale et de 300 places pour le Sénat. Le bâtiment sera construit sur 151,200 mètres de longueur contre 99,300 mètres de largeur. Et les voiries et parkings pourront recevoir jusqu'à 371 voitures. Les parlementaires jouiront également de tous les avantages des communications découlant de la fibre optique. Ainsi, le réseau de la fibre optique, outil d'excellence de cette modernité, déjà présent au fronton du site, ici, attend de rendre donc ses immenses et loyaux services de communication au siège du Parlement, en jouant évidemment son rôle incubateur dans le processus. Les travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise Jiangsu Provincial Construction Group Corporation Limited. Financé exclusivement à hauteur de 34 492 640 000 francs CFA par la Chine, ce dont démontre la bonne santé de la coopération sino-congolaise vieille de plus de 50 ans. Bâti sur une superficie de 24,408 mètres carrés, dont 23,997 en superstructure, les 411 mètres carrés en infrastructure, le nouveau siège du Parlement congolais comprendra 3 niveaux. Travailler dans les bonnes conditions, cela nous permettra d'arrêter des bonnes choses pour le pays. Ici, on commençait vraiment à être un peu à l'étroit, avec des activités culturelles qui se mêlaient, et puis avec ces bruits, c'était pas vraiment très adapté. Notons que les 2 blocs du Parlement sont reliés par une salle polyvalente. On trouve dans chaque bloc 7 salles de réunion pour 50 personnes et même une suite présidentielle. Afin de pallier aux coupures d'électricité, il a été prévu l'installation de 2 transformateurs de 1600 kW et 2 générateurs diesel de 1200 kW. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du vice-ministre chinois du Commerce en visite à Brazzaville. Jean-Marie, la construction du siège du Parlement est le plus grand projet à en juger par le montant, financé entièrement par l'État chinois depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les 2 pays. Que peut apporter finalement ce choix stratégique à la Chine ? La Chine, vous savez, la Chine est présente en Afrique depuis pratiquement plus de 50 ans. Aujourd'hui, pratiquement dans tous les pays de la zone, la Chine est présente au même niveau qu'au Cameroun. Donc vous avez une coopération entre la Chine et les États de l'Afrique centrale qui est relativement avancée. Donc la Chine, c'est-à-dire place ses pions de manière définitive. La Chine avance, si vous voulez, en Afrique comme étant, comment dirais-je, un second couteau. Maintenant, la Chine a les moyens de pouvoir, comment dirais-je, imposer sa puissance et étant donné que les Chinois ne s'intéressent pas trop, si vous voulez, à la politique interne, ça arrange aussi, si vous voulez, nos dirigeants de l'Afrique centrale. Mais néanmoins, je ferai une remarque là-dessus. C'est bien de mettre les représentants du peuple dans un aussi grand temple, mais je me pose la question, est-ce qu'il n'aurait pas été
peut-être mieux que la République du Congo puisse construire des habitations pour les Congolais en tant que tels. Parce que quand vous-même vous venez de dire, Diarra, que c'est un des plus gros investissements, bon, je pense que c'est vrai que le Congo s'est lancé dans une espèce de décentralisation, c'est-à-dire de sa modernisation, mais quand je vois, si vous voulez, le coût d'un édifice comme celui-là, bon, à quand, si vous voulez, bon, les HLM pour les Congolais, ainsi de suite. On parle de 34 milliards de francs CFA, d'un don de 34 milliards de francs CFA. Est-ce que c'est vraiment un don? Quels sont finalement les avantages? Il n'y a jamais de don là-dessus. Vous savez, entre les pays, il n'y a que des intérêts. Il n'y a jamais de don en tant que tel. Si vous voulez, la Chine, c'est pas, bon, elle n'a pas commencé, si vous voulez, à contracter avec les États africains aujourd'hui. On a de dons que de non, tout simplement. Pourquoi? Parce que bon, derrière, bon, on va céder l'exploitation de telle ou telle matière première. On va peut-être faciliter, comme nous l'avons vécu avec l'Irak, entre parenthèses, c'était en période de guerre, c'est-à-dire nourriture contre le pétrole et tout ce qui s'ensuit. Donc rien n'est jamais gratuit là-dessus. La Chine pose ses pions, sachant très bien que bon, vous avez une exploitation de matières premières qui sera relativement beaucoup plus aisée par rapport, si vous voulez, aux autres concurrents que vous avez sur la scène internationale, dont rien n'est jamais gratuit. Daouda, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme profit véritable pour la Chine? On voit d'ailleurs que c'est une entreprise chinoise qui va construire cet édifice. Oui, voilà, sur ce point-là, Diarra, justement, bon, ce qu'on peut imaginer comme bénéfice, au-delà du fait que c'est une infrastructure et qu'on espère que les députés vont bien travailler, mieux travailler dans leur rôle qui est de contrôler l'action du gouvernement, d'élaborer des lois, etc. Mais pour revenir sur l'entreprise chinoise elle-même, je pense qu'on est dans une situation de l'aide liée. Au-delà du fait que la Chine peut attendre un certain nombre de contreparties. Vous savez, l'aide liée, c'est moi je donne un don ou même parfois un prêt concessionnel ou non, ou pas. Et en fait, mais c'est l'entreprise qui vient de mon pays qui va réaliser le chantier, l'infrastructure. Je pense que le don qui serait le plus généreux, c'est de dire je mets plus de 34 milliards dans le projet, je donne ça au Congo, à la République du Congo. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas des entreprises en République du Congo qui puissent réaliser cette infrastructure. Donc, quelque part, ça permet aussi à la Chine de projeter sur la chaîne nationale une entreprise qui va pouvoir aussi, après, conquérir de nouveaux marchés. Mais le Congo, dans tout ça, du coup, il est finalement partant? Finalement, il peut espérer de la sous-traitance d'entreprises congolaises, un certain nombre d'ouvriers. Sauf que sur cet aspect particulier, il faut relever que, bon, déjà, il faut délier l'aide. Et ça, c'est vraiment un combat que les États africains doivent mettre en place. Mais quand même, les emplois qui vont être issus de ça, les ouvriers et tout, bon, c'est des emplois précaires. À la fin du chantier, ces gens vont retrouver la rue ou alors il faudra redynamiser tout ça avec plus de chantiers. Mais à la décharge du Congo, c'est quand même bien de doter d'une infrastructure de cette trempe, les députés. Enfin, Monsieur Bell, vous y croyez, vous, à ce type de partenariat gagnant-gagnant, finalement, quand on voit un projet d'une telle ampleur construit par des Chinois en République du Congo? Écoutez, c'est mieux. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est mieux que rien. Gagnant-gagnant, je pense que c'est gagnant effectivement pour le président Sassou Nguesso qui a mis en place ce partenariat. Il a très probablement un intérêt à faire ça. Le premier intérêt qu'on peut voir déjà, c'est la diversification des interlocuteurs. Plutôt que de ne traiter qu'avec des partenaires exclusifs, là, la Chine offre justement la possibilité à ses dirigeants africains de pouvoir traiter avec d'autres partenaires que des partenaires habituels. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif, même si je partage évidemment les réserves qui ont été émises par mes collègues. Merci. On va à présent en parler de l'Afrique du Sud, où dans la ville de Tchouane, des groupes de personnes ont décidé de protester contre les mauvaises conditions de vie. Elles réclament notamment leur réinstallation au niveau des zones considérées comme des espaces libres. Plus de précision avec Marcel Farba-Maroun. Ville de Tchouane, début mai 2017. Des groupes de personnes ont décidé de se réunir dans cette ville, l'une des 8 municipalités métropolitaines d'Afrique du Sud, pour protester contre les mauvaises conditions de vie dans lesquelles elles se trouvent. En parallèle, elles réclament leur réinstallation vers des zones considérées comme libres après une tentative d'occupation d'un espace voisin. La municipalité de Tchouane a essayé de calmer la foule, mais celle-ci ne l'entend pas de cette oreille. Le problème le plus grave pour nous en ce moment, c'est la terre. Nous voulons des terres et des services, de l'électricité et de l'eau, afin de pouvoir vivre normalement, que nos enfants puissent vivre comme tous les autres.
Ce que nous voulons, c'est des terres comme ils nous l'avaient promis. Mais jusqu'ici, nous n'avons nulle part où aller, sauf dans des cabanes qui se détruisent rapidement. Nous ne disposons que de petits systèmes solaires inutiles qui servent juste à maintenir des lumières et recharger les batteries des téléphones. Plus de 2 décennies après la fin de l'apartheid, la plupart des terres sud-africaines sont encore entre les mains des minorités blanches. L'ANC, Congrès national africain, a souvent pris l'engagement de procéder à la redistribution des terres lors de différentes campagnes électorales. À ce propos, le président Jacob Zuma avait fait la promesse de modifier la Constitution. Mais le rythme est jugé lent, la politique de vente conclue de gré à gré ayant le plus souvent été adoptée. Ce qui rend la tâche difficile, c'est qu'une fois que les gens commencent à occuper illégalement ces terres, il est impossible pour nous de revenir et de déployer des services sur ces terrains. Donc ce que nous allons faire, c'est d'abord implanter des infrastructures sur ces terrains, ensuite les délimiter correctement et après les gens pourront commencer à se les approprier de façon organisée. Au mois de mai 2017, plus de 400 résidents d'Orange Farm, un canton situé à environ 45 km au sud de Johannesburg, ont aussi revendiqué des terres privées, des revendications ayant causé des affrontements avec les forces de l'ordre. En rappel, le déficit de logement est un problème récurrent en Afrique du Sud, où 19% des familles vivent dans des logements informels. Daouda, la redistribution des terres est un sujet visiblement sensible en Afrique du Sud. Est-ce que la politique qui a été menée depuis lors est finalement un constat d'échec de l'ANC? Bon, je pense que c'est un résultat mitigé, j'allais dire. Parce que bon, il faut voir d'où on est parti. On est parti quand même de l'apartheid, ce qui veut dire que bon, la mainmise de la population blanche sur les terres, sur le pays, donc tout ça doit être rectifié petit à petit. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites depuis l'accession au pouvoir de Mandela, mais il est indéniable que par rapport à ce qu'on vient de voir dans le reportage, il y a beaucoup d'efforts à faire. C'est-à-dire que quand les populations n'ont pas accès à la terre pour se loger, ça pose un problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une question de se loger, parce que occuper les terres, c'est bien, mais après, il faut des infrastructures pour pouvoir vivre, que ce soit des infrastructures sanitaires, des écoles, des postes de santé, etc. Et ça, je pense qu'il ne faut pas laisser les populations à leur compte. Il faut que l'État et les collectivités locales prennent à bras le corps ce problème pour urbaniser. C'est une question d'aménagement du territoire. Et ça, c'est un rôle régalien. Et sur un autre élément, je dirais qu'il y a une question connexe aussi, c'est la réforme agraire qui a été effectivement promis de longue date, parce que, bien entendu, reloger les populations, il faut aussi des terres pour cultiver, parce que l'agriculture, c'est quand même la principale activité que ces populations-là peuvent... Par exemple, Julius Malema, qui lui appelle à s'accaparer de ces terres sans contrepartie, sans compensation financière. Est-ce que ce n'est pas finalement une bombe à retardement, cette question de redistribution des terres agricoles? Oui, c'est sûr que c'est une bombe à retardement. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention dans la mesure où il faut préparer ça, bien préparer ça. Il ne suffit pas de donner des terres à des populations qui ne sauront pas les utiliser, qui ne sauront pas avoir le rendement nécessaire qu'il faut. Je pense qu'il faut, au-delà de leur donner des terres, de les accompagner en matériel agricole, en semences. Et ça se conçoit dans un projet global au profit de ces populations défavorisées, leur permettre d'avoir accès au crédit, etc., pour exploiter les terres. Parce que parallèlement, si on regarde le Zimbabwe, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... Il ne faudra pas reproduire ce schéma-là en Afrique du Sud, parce que ça a été un échec. Et on parle de 5 milliards d'euros que le gouvernement devrait débourser pour justement compenser ces 30% escomptés autour de la redistribution des terres. Est-ce que c'est finalement envisageable, atteignable pour le gouvernement sud-africain, Jean-Marie? De mon point de vue, c'est une priorité. Quand vous avez une injustice qui s'est installée dans une nation comme l'Afrique du Sud depuis des décennies, disons même, je dirais des siècles, parce que si on part, si vous voulez, des Boers, les Hollandais qui ont occupé l'Afrique du Sud, je trouve que le chemin est très très long. C'est vrai que, comme Daouda vient de le dire, ça ne fait que deux décennies que Mandela était au pouvoir, mais de mon point de vue, il eût été préférable que l'Afrique du Sud met la priorité, si vous voulez, dans les banlieues, les bantoustans qu'on connaît depuis très très longtemps. Quand on regarde le reportage, on a l'impression que rien n'a évolué. Donc il y a deux réformes qui sont nécessaires de mon point de vue. La réforme agraire dont parlait Daouda tout à l'heure et l'urbanisation, la réforme du logement. Moi je me dis que l'Afrique du Sud aurait dû, si vous voulez, mettre ça en priorité pour essayer de calmer les zones les plus défavorisées en tant que telles. Parce que vous avez des zones en Afrique du Sud, oui, vous avez des
zones en Afrique du Sud qui sont extrêmement riches. L'Afrique du Sud a un potentiel qui aurait permis, avec une volonté politique vraiment affirmée, de sortir ces bantoustans-là, si vous voulez, de l'environnement dans lequel les gens vivent sans eau, sans électricité. Il n'y a qu'à voir, bon, moi j'appelle ça des cabanes dans lesquelles les gens vivent en Afrique du Sud. Pour un pays du niveau de développement de l'Afrique du Sud, je me dis quand même que les politiques sociales qui ont été mises en place n'ont pas été des politiques sociales pensées. S'il y en a même eu, parce que là, c'est vrai que quand on regarde, on nous dit que vous avez une classe moyenne qui émerge en Afrique du Sud, mais il ne faut pas regarder que cette classe moyenne-là. Il ne faut pas oublier une chose quand on en parle, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la majorité de la population, ce sont des Noirs, dont ces Noirs-là vivaient essentiellement, il y a encore 20 ans, vivaient essentiellement dans les Bantoustans en tant que tels. D'où la nécessité pour les gouvernements de pouvoir mettre le paquet dans ces bantoustans-là pour essayer de désenclaver. Certains parlent de modifier la Constitution carrément pour faire avancer ce dossier. La modification de la Constitution est nécessaire. Vous ne pouvez pas avoir une minorité dans un pays qui contrôle toutes les terres. Mais ça remettra en cause les négociations d'antan entre les Noirs et les Blancs à la fin de l'apartheid. Bon, ça remettra en cause, je ne pense pas, parce que vous avez une iniquité là qui est tout à fait, de mon point de vue, Diarra, qui est affirmé, c'est-à-dire c'est visible aux yeux de tout le monde. Donc à partir de là, une réforme de la Constitution est nécessaire. Vous ne pouvez pas avoir une partie, une minorité. C'est vrai que maintenant, on va me dire qu'on se retrouve dans une économie, comme Daouda a voulu le souligner, dans une économie avancée où il y a besoin, si vous voulez, des investissements en temps et ainsi de suite. Mais que faut-il faire dans ces conditions-là? L'Afrique du Sud, je les cite souvent. Vous savez quel a été le bras séculier du développement de l'agriculture en France? C'est une banque qu'on appelait, comment dirais-je, le Crédit Agricole, qui était géré par l'État et qui aidait, comment dirais-je, les agriculteurs français à s'installer. C'est ce qui doit se passer en Afrique du Sud, d'autant plus que ça peut aller assez rapidement, c'est-à-dire pour l'Afrique du Sud, dans la mesure où vous avez déjà la théorie de l'apprentissage qui fera en sorte que les Blancs qui sont sur place puissent former la population noire qui voudrait bien exploiter les champs. Merci, nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.